Et bonjour petits fougères de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD, toujours de lecture, toujours sur En toute puissance. On va continuer évidemment. Je vous rappelle dans le chat que vous n'avez pas à hésiter si jamais vous voulez faire une petite aparté, si ça vous évoque quelque chose, si vous avez besoin de précision, etc. Et puis on est reparti dans la lecture. Et voilà, bonjour YouTube, parce que Solaris est quand même quelqu'un de très gentil. Solaris vous dit bonjour, c'est sympa. Pourquoi les buts intrinsèques sont connectés au bien-être et les buts extrinsèques au mal-être? On a vu précédemment que les buts intrinsèques menaient au bien-être et les buts extrinsèques au mal-être. Il y a plusieurs explications à cela. En premier lieu, les buts intrinsèques nourrissent davantage les besoins fondamentaux de la personne. Ainsi, les besoins satisfaits mènent au bien-être. Inversement, les buts extrinsèques frustrent plus les besoins fondamentaux. Donc, cela conduit au mal-être, puisqu'ils ne sont pas satisfaits. En deuxième lieu, les buts intrinsèques sont régulés de façon plus autonome. Par exemple, s'occuper d'autrui va laisser la latitude de la façon dont on préfère s'occuper d'autrui. Par le soin direct, via la production d'art, par l'enseignement, etc. Les champs sont vastes. La motivation intrinsèque préexistante peut s'y lier, et le comment peut être plus autonome, en tenant, sans doute, compte des demandes extérieures, mais de façon intégrée. Par exemple, s'occuper d'autrui, mais sans être dans l'arnaque, en s'auto-déclarant spécialiste d'un domaine qu'on ne connaît pas. Cette autonomie dans la façon de mener les buts intrinsèques apporte du bonheur aux personnes, car ce sont des voies auto-déterminées. Les buts extrinsèques sont régulés de façon contrôlée, elles sont dépendantes des demandes extérieures. Par exemple, avoir son nom dans tous les médias demande une soumission à ce qui plaît aux médias à un instant T, une soumission à leur fonctionnement, à leur quête de spectaculaire, à leur mode, à l'actualité, bref, à leurs attentes à eux. Être riche, c'est se soumettre aux attentes et situations économiques du moment, au marché, donc changer de métier, de poste, de carrière en fonction de ce qui, à un instant T, rapporte de l'argent. C'est travailler uniquement en fonction des concurrences pour s'en démarquer, que ce soit dans la hiérarchie ou dans la société de consommation. L'objet et le fond de la quête sont interchangeables. En cela, la motivation intrinsèque doit être absente dans ces buts, puisque pour l'argent et le statut, il ne faut pas s'accrocher à ce qu'on aime, mais à ce que les instances pourvoyeuses de gloire, d'argent, de domination mettent en lumière et veulent. L'individu est donc à la merci des buts de personnes ou de structures qui sont plus puissantes que lui. Il n'œuvre pas en fonction de ses appétits, de ses désirs, de ses passions personnelles. À ce titre, la théorie de l'autodétermination rappelle que les médias ne cessent de vanter les objectifs extrinsèques comme étant les synonymes du bonheur, notamment la gloire, la réussite financière. Or, c'est doublement faux. Et au vu des résultats précédents, on peut se demander quelle est l'influence des médias sur le choix de but des personnes. Est-ce que faire des buts extrinsèques, les uniques rêves à porter des individus, ce ne serait pas les pousser à adopter des voies qui les rendent malheureux, qui les font passer à côté de leur vie à eux? Plus globalement, on verra plus tard que l'environnement politique et économique a une forte influence sur la frustration des besoins et en conséquence débouche à l'adoption par compensation de ces buts extrinsèques. Expérience. Unamue Dietmar Vignol van Stenkist en 2014. En Angleterre et au Chili, il a été découvert que les besoins fondamentaux psychologiques peu satisfaits, frustrés, étaient associés à des aspirations matérialistes, à un état maladif, à une absence de bien-être. Dietmar Banerjee en 2014. Les enfants en Chine et en Angleterre ayant de fortes aspirations extrinsèques, matérialistes ont aussi des aspirations extrinsèques pour l'école et cela se conclut par des résultats médiocres. On pourrait alors se demander si cela n'est pas une question de réussite de ces objectifs. En effet, les objectifs extrinsèques sont concurrentiels, durs à atteindre, dépendants de l'extérieur. Donc les individus sont plus à sa merci, ce qui est plus dur que des objectifs qu'on ne se donne qu'à soi et par soi, comme la richesse ou la gloire. Alors qu'un but intrinsèque, comme nouer des relations profondes, est accessible à tous, non concurrentiel, possible dans presque tous les contextes, même les moins évidents. Tous les objectifs intrinsèques ne sont pas pour autant faciles, comme améliorer le monde. Mais comme ils dépendent surtout de l'action de la personne et non de l'extérieur, ils restent plus accessibles à chacun et chacune, et donc plus facilement réussis. Réussir son objectif extrinsèque rend-il plus heureux?
La réussite d'un but extrinsèque apporte moins de bien-être que la réussite d'un but intrinsèque. Ce n'est pas une question de réussite ou d'échec. La simple poursuite ou la réussite d'un but intrinsèque nourrit et se concorde plus aux besoins fondamentaux et donc apporte plus de bien-être. Expérience. Sheldon et Krieger en 2014 A. Ils ont étudié 1000 avocats très bien payés, exerçant dans des entreprises sans autres objectifs que celui de maximiser leurs profits, but extrinsèque, et 1000 avocats exerçant dans le service public ou pour des ONG, but intrinsèque, mais moins bien payés. Ceux qui étaient dans les entreprises liées à l'argent avaient un bien-être moindre et consommaient plus d'alcool. Van Yel et Van Stankist en 2009. Ils ont étudié les buts intrinsèques et les buts extrinsèques atteints par les individus âgés de 68 ans en moyenne. Ceux qui avaient plus de buts intrinsèques avaient ceux qui avaient des buts intrinsèques avaient plus de bien-être, étaient très loin du désespoir et avaient une plus grande acceptation de leur futur décès, avaient moins d'anxiété vis-à-vis de la mort. Niemek, Ryan et Desi. Ils ont suivi pendant plusieurs années des étudiants après qu'ils aient terminé leur parcours universitaire. Après une année, les participants notaient leurs différentes aspirations, leurs réalisations. Puis il y avait des mesures régulières de bien-être, de satisfaction des besoins fondamentaux. La réussite des objectifs intrinsèques conduisait à un plus grand bien-être et une plus grande satisfaction des besoins fondamentaux. La réalisation des aspirations extrinsèques n'apportait pas de bien-être, mais un plus grand mal-être. Au vu de ces études, on peut se demander quels sont les déterminants qui poussent les individus à persister à suivre des buts extrinsèques, alors que cela les rend malheureux, en moins bonne santé, physique, psychique, et donc moins de sens à la vie. Qu'est-ce qui pousse les personnes à adopter et à suivre des buts extrinsèques qui pourtant rendent leur vie moins appréciable? Si durant le développement des individus, leurs besoins fondamentaux ont été négligés ou frustrés, ils vont chercher des substituts via les buts extrinsèques. La SDT dit qu'ils sont vulnérables aux signes extérieurs de richesse et de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'imaginer qu'obtenir ces signes-là va les combler, parce que par le passé, on leur a empêché de combler leurs besoins fondamentaux. Ils compensent donc par cette voie. C'est parce qu'ils n'ont rien valu aux yeux de leur environnement sociaux qu'ils cherchent à montrer leur valeur par des signes extérieurs de réussite. C'est prouvé par la science que je dois moins bosser et faire plus de JDR. Oui, en effet. On va dire ça, c'est ok, ça me va. Expérience. Kasser, Ryan, Zaks et Sameroff en 95. Ils ont étudié des adolescents. Plus leur mère était autoritaire, contrôlante, froide, menaçant les besoins fondamentaux, plus ils avaient des aspirations extrinsèques. Plus les mères des adolescents étaient démocratiques, chaleureuses, non contrôlantes, soutenant les besoins fondamentaux, plus ils avaient des aspirations intrinsèques, plus ils avaient du bien-être. Les chercheurs en ont conclu que les environnements parentaux, qui contrecarrent les besoins fondamentaux des enfants, facilitent le développement des aspirations extrinsèques telles que la richesse, qui sont des signes visibles de valeur. Faute de se sentir avoir de la valeur en tant qu'individu singulier, grâce à l'amour porté, à l'autonomie permise, au soutien inconditionnel reçu. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau. À la vôtre. Donc je disais, faute de se sentir avoir de la valeur en tant qu'individu singulier, grâce à l'amour porté, à l'autonomie permise, au soutien inconditionnel reçu, ces personnes cherchent à obtenir une valeur superficielle mais visible, comme celle de l'argent ou de la gloire. Kasser et Hall en 95. Alors juste un truc avant, sur celle d'avant, Kasser, Ryan, Zaks et Sameroff, c'est assez rigolo parce que ils parlent que des mères autoritaires, etc. ou mères au contraire démocratiques, chaleureuses, etc. Et après ils disent les environnements parentaux. Et ça ne m'étonnerait pas que typiquement on ait été dans l'idée de comment est-ce que les parents éduquent leurs enfants. Et quand tu vas faire ton expérience, tu te rends compte que en fait, tu n'as que des femmes qui éduquent les enfants. Et du coup, tu te rends compte que le mec est pas là, que le mec s'en branle et qu'il participe pas à l'éducation. Et ça m'étonnerait pas que ce soit pour ça que ce soit tourné comme ça en vrai. Qu'on soit d'accord. Ça serait pas si étonnant que ça, pour le coup. Et Relilith, j'espère que ça va depuis tout à l'heure. On se rapproche de la fin. On y est presque. On y est presque. Bref, voilà, c'était une petite aparté parce que juste j'ai tiqué vite fait là-dessus. Mais vraiment, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Kasser et Hall en 95. Cette fois, les chercheurs ont observé les mères avec leurs enfants de 4 ans, notant leur froideur, la rigidité de leur éducation. Puis ils ont observé, 10 ans après, les aspirations des enfants. Ceux qui avaient eu une éducation rigide avaient opté pour des aspirations extrinsèques. Étonnant.
A noter que dans ces études, la SDT ne pointe pas du doigt les parents comme unique fautif. Au contraire, la SDT insiste sur le fait que ces parents ne sont pas contrôlants par malveillance, ils veulent au contraire le meilleur pour leurs enfants. Mais ils adoptent cette mauvaise stratégie parce qu'ils sont à la merci d'environnements sociaux qui frustrent leurs besoins et les oppressent également, des situations économiques, professionnelles, familiales, etc. Au vu de ces études, on peut se demander alors si tout est foutu dès lors qu'un individu a été frustré dans ses besoins durant son développement, ou si au contraire on peut, via les aspirations, rendre ces personnes plus heureuses dans leur vie. Je viens de me faire spoiler le film que je vais voir ce soir par la pub de Twitch, donc ça va moins bien que 2 minutes avant. Je suis extrêmement désolé. Je sais pas quel film tu vas voir, mais je suis extrêmement désolé dans tous les cas. Dans mon bouquin de développement, ils ont précisé qu'on dit mère parce que presque aucun papa ne veut participer aux expériences, donc on fait avec. Voilà, tu vois, typiquement. C'est pour ça que j'ai dit ça aussi, parce que j'ai souvenir d'être passé par ce genre Comment ça s'appelle par ce genre d'études. En fait, j'en ai vu aussi, parce que je suis passé par les mêmes études que toi. Bon, il y a une décennie derrière, mais voilà. Et du coup, c'est typiquement le genre de truc qui arrive. Tu cadres ton expérience par rapport aux parents, par rapport au milieu parental. Sauf que quand tu vas sur le terrain, les retours que tu as, c'est que des meufs. Parce qu'il n'y a que les meufs qui s'occupent, en fait, de l'éducation, ou presque. Et du coup, soit t'as pas assez de résultats d'hommes, pères qui s'occupent des gamins, soit, et du coup ils sont pas assez significatifs, t'es obligé de les jarter parce que en fait ils apportent pas grand chose, soit il y en a pas. C'est un truc qui arrive en fait, c'est vraiment un truc qui arrive. Et c'est pour ça que ça m'étonnerait pas que ça soit encore un truc comme ça. C'est Spider-Man 2, j'espère qu'il sera bien quand même si t'as été spoilé du cul par la bande-annonce qui révèle toujours beaucoup trop de trucs. J'aime pas les bandes-annonces. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais pas les bandes-annonces? J'aime pas les bandes-annonces. Je reprends. L'environnement social peut-il aider à formuler des aspirations intrinsèques plutôt qu'extrinsèques? L'environnement social, alors, lorsqu'il encadre une activité, peut donner à ces activités des objectifs intrinsèques plutôt qu'extrinsèques, et cela produira plus de bien-être chez la personne ainsi qu'un meilleur engagement dans l'activité. Lekes, Hop, Gouveia, Costner et Philippe en 2012, ils ont encouragé sur 4 semaines des étudiants à réfléchir à écrire sur des valeurs intrinsèques comme avoir des amis proches. À l'issue de ces semaines, les étudiants avaient plus de valeurs intrinsèques et plus de bien-être que le groupe contrôle. Spider-Man 2, c'est le Sam Raimi avec le Docteur Octopus dedans. Mais non. Oui, ça ira, je vais le voir pour prendre une claque par la direction artistique, pas pour l'originalité de l'histoire, certes. Mais Résu n'aime que les débuts de film parce que au milieu, il y a déjà deviné la fin. Non mais arrêtez, alors en vrai, ça arrive beaucoup trop souvent, mais je fais pas exprès. Je fais pas exprès, ok? Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un tableau là-bas. En vrai, je peux vous le montrer. Bon, vous allez voir ma table de salon qui est complètement en bordel. Est-ce que vous voyez... alors attendez, je vais vous montrer avec mon doigt comme je le peux. Voilà. Est-ce que vous voyez là, juste au-dessus de mon doigt, c'est un tableau. C'est un tableau qui contient toutes les règles de l'appartement. Et il y a une règle de l'appartement qui est ne surtout pas parler à moi pendant un film. Parce que sinon je vous donne la fin du film, même si je l'ai jamais vu. Et c'est malheureusement une règle qui est très vraie, qui arrive beaucoup trop souvent. À peu près, on va dire 3/4 du temps, à peu près à 1/4, la moitié du film, je suis capable de déterminer relativement bien ce qui va se passer ensuite. Et du coup, je peux spoiler votre fin de film. Notamment, ce sont des films policiers. Ça arrive particulièrement là-dessus. Des films où il y a des petits trucs mystérieux. Je suis extrêmement doué dans ma capacité à détecter le pattern de l'histoire et à deviner la fin. Et c'est vraiment frustrant. Et Anémone pète des câbles monumentales quand ça arrive, parce que des fois elle peut pas s'empêcher de me poser une question parce qu'on échange pendant qu'on regarde le film. Et je lui dis tiens, je pense qu'il y a cette théorie là qui pourrait être valide ou quoi. Et généralement c'est le moment où elle se retourne et qu'elle me regarde et me fait mais ferme ta putain de gueule. Et en fait on regarde le film et dans les 3/4 d'heure qui suivent, ma théorie s'avère être juste. Et du coup elle est dégoûtée. Elle est dégoûtée parce qu'une fois que j'ai dit une théorie, elle commence à se dire ah putain, mais ça dans le film ça colle. Ça colle à ce que t'as dit. Ça pourrait et tout. Et après c'est foutu, c'est infernal, c'est infernal. Et en même temps on voit un peu tout le temps les mêmes histoires. Voilà, non mais c'est pas ma faute, ok? Je suis pas responsable. Du coup d'ailleurs on a convenu d'un truc, il faut qu'elle arrête de me poser des questions pendant les films. Parce qu'à chaque fois je réponds. Alors du coup j'essaie de plus répondre maintenant. J'essaie de dire j'en sais rien. Et je suis comme ça en mode j'en sais rien. Et à chaque fois elle me regarde, elle me fait t'as une théorie Peut-être. Tu dis rien. D'accord. Je dis rien.
Et après, au bout de 10 minutes, 20 minutes, elle me regarde et elle me fait « Alors, ta théorie, elle va comment ?» Et moi, je suis là en mode « Il y a des trucs qui collent. » Bon, allez, vas-y, c'est quoi ta théorie? Et après, du coup, je donne ma théorie, elle est spoilée et elle pète un câble. Alors que c'est elle qui a demandé. C'est de la triche. Il faut arrêter de me poser des questions. Me posez pas des questions quand on regarde des films. Hein? Ok. On a vu Renfield hier soir et c'était marrant. Son traitement de la relation toxique est pas mal, mais je conseille de savoir ce qu'est la manipulation avant d'y aller pour mieux voir certains aspects du film. Il était très rigolo, on a bien aimé. On a bien aimé en vrai avec Anémone, on l'a regardé, c'était cool. C'était cool. Alors effectivement, relation toxique sur 20, hein, à fond, à 200%. Mais c'était rigolo, Et on sent effectivement le côté empuissantant, la personne qui va se réaliser par le groupe de parole, d'ailleurs, au passage, etc. Enfin, non, franchement, c'était cool. Hein. Vous l'avez vu chez Dex? Ah ouais? Vous l'avez regardé sur la chaîne secondaire, je présume? Probablement. Ouais, par contre, ne pas aller le voir si on est trigger pour la manipulation et le gaslighting, hein, parce que là, c'est à balle. Hein, il est fort, ce vampire. Bref. Ouais, sur la chaîne secondaire, d'accord. Bah, j'ai raté ce live là, mais franchement c'était cool, il était bien le film. Je reprends gentiment la lecture. Wouters, Duriez, Luick, je sais pas comment je prononce le nom, donc j'espère que je l'ai pas trop mal prononcé. Colpin, Bichtebière, Verschueren. Oh, j'ai massacre des noms, je suis désolé. Hein. 2014, quand les parents promeuvent des buts intrinsèques, leurs enfants ont de hauts niveaux d'estime de soi, une augmentation de satisfaction des besoins fondamentaux. L'estime est ici non conditionnelle. Lorsque les parents promeuvent des buts extrinsèques, il y a une augmentation de l'estime de soi conditionnelle, soumise donc à l'obtention de certaines caractéristiques, objectifs, respect des normes, etc., qui est associée aux introjections. Yu, Assor et Liu en 2015. Il y a également une grande importance à la manière de se comporter en congruence avec ses valeurs. Plus les parents transmettent et endossent eux-mêmes des valeurs, plus il y a d'autonomie et de bien-être. Ce qui n'est pas sans rappeler aussi ce qui avait trouvé les chercheurs de la personnalité altruiste chez les sauveteurs. Hop. Van Stenkist, Simmons, Lenz, Sheldon et Deci en 2004. L'expérience s'est déroulée en Belgique avec des étudiants belges. L'échantillon testé était composé d'étudiants en pédagogie pour devenir instituteurs. Dans l'expérience, on leur proposait des cours sur le recyclage. D'étudiants en marketing. Dans l'expérience, on leur proposait des cours de communication. D'étudiants en éducation physique. Dans l'expérience, on leur proposait des cours de Taebo, discipline sportive mélangeant la boxe et le taekwondo. Je connais pas du tout. À chaque groupe, on présentait les cours avec soit des explications intrinsèques, soit des explications extrinsèques. Pour les étudiants en pédagogie, on présentait le cours d'écologie de façon extrinsèque en leur disant que ça leur permettrait d'économiser de l'argent en réutilisant le matériel, ou de façon intrinsèque en leur disant que ça pourrait les aider à savoir comment enseigner à leurs futurs élèves ce qu'ils peuvent faire pour aider l'environnement. Pour les étudiants en marketing, on présentait le cours de communication de façon extrinsèque en leur disant que cela les aiderait à avoir plus de chances d'obtenir un emploi bien payé, ou de façon intrinsèque en leur disant que le cours contribuerait à leur développement personnel. Pour les étudiants en éducation physique, le but extrinsèque était qu'ils seraient plus attractifs physiquement grâce à ce cours, et le but intrinsèque était qu'ils se sentiraient mieux dans leur corps. En plus de cela, les chercheurs ont rendu l'environnement dans lequel se déroulait le cours contrôlant ou alors soutenant l'autonomie. Ceux qui avaient reçu une explication intrinsèque étaient plus engagés dans l'apprentissage, plus susceptibles de continuer l'apprentissage en parallèle de leurs études, et ils étaient plus performants dans les tests au sujet de ce cours. En condition de soutien à l'autonomie plus but intrinsèque, les performances étaient encore meilleures. L'environnement social peut donc offrir des activités et des structures avec aspiration intrinsèque, et cela marche encore mieux si le climat social soutient l'autonomie. Les études ne disent pas si le parcours dans les environnements sociaux de la sorte, à aspiration intrinsèque et autonome, aide les personnes à renouer avec des buts qui les rendraient plus heureux. Mais si cela peut marcher dans une expérience, alors qu'actuellement le contexte économique et politique est très largement à aspiration extrinsèque, nous pensons qu'il y a espoir, surtout si le voyage dans cet environnement social est important en termes de temps de vie en son sein, comme peut-être l'école ou le travail. En plus, j'aime beaucoup le Goa'uld de Yu. C'est un de mes personnages assez appréciable. Parce que du coup, dans Stargate, les Goa'uld sont quand même globalement tous des connards. Et je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont des réactions qui sont complètement cons. Complètement stupides. Et pour moi, Yu, c'est vraiment le Goa'uld qui est juste en mode... le vieux Goa'uld qui veut rester dans son coin et qui râle s'il y a quelqu'un qui vient mettre ses pieds sur sa branlouse. Vraiment, c'est le mec, c'est juste
foutez-moi la paix. Je reste dans mon coin, allez vous faire foutre. Et je trouvais ça beaucoup trop drôle comme personnage. Bon, après, mon personnage préféré dans... Enfin, un de mes personnages préférés dans Stargate, du côté des Goa'uld de 100 ans, je pense que c'est Baal. Baal, qui déjà est à croquer. Voilà. Visuellement, j'aime beaucoup. Voilà, on va dire ça comme ça. Et ensuite, au niveau de son comportement, il est tellement plus manipulateur, etc. que les autres, que je trouve que en fait c'est lui qui correspond vraiment bien à ce qu'est censé être un Goa'uld. C'est-à-dire qu'il y a plein de Goa'uld, on vous les présente comme des espèces de maîtres de la manipulation qui contrôlent les foules, etc. C'est tous des branques, c'est tous des connards ou presque, qui font des trucs complètement débiles, qui agissent mais vraiment mais sans réflexion, mais tellement souvent. Alors que Baal, à contrario, il vous fait des plans mais machiavéliques de manipulation, des trucs mais super compliqués et qui se débrouille bien. Hein. En plus, il échoue pas tant que ça en vrai dans ses plans. C'est souvent à pas de bol qu'il échoue. Et franchement, je trouve que c'est le meilleur Goa'uld. Je trouve que c'est celui qui répond le plus à ce qu'est censé être un Goa'uld. Justement, un alien qui manipule et qui contrôle les autres. Je trouve que vraiment, c'est Baal, il est ultra pertinent comme personnage. Voilà, petit point Stargate, hein, désolé. Et Yu, c'est le seul à avoir laissé partir Teal'c vivant sans se battre parce qu'il est très respectable. Yu, vraiment, il a plein de... C'est un alien qui manipule des gens, qui met en esclavage, ok, mais tu vois qu'il a des codes, tu vois qu'il a un fonctionnement, il est très conservateur, certes, mais il est vachement intéressant. Enfin, je trouve que vraiment, j'aime beaucoup Yu. Je le trouve très intéressant comme Goa'uld, beaucoup plus que beaucoup d'autres, clairement. Pardon, voilà, petit point Stargate, hein, désolé, des fois on part un petit peu sur d'autres trucs. Je continue la lecture. Pour l'instant, nous avons examiné les buts explicitement intrinsèques ou extrinsèques. Mais qu'en est-il des buts mixtes? Par exemple, comme gagner de l'argent, but extrinsèque, pour que mes enfants n'aient pas à s'inquiéter pour leur futur, but intrinsèque. Un but peut-il être à la fois intrinsèque et extrinsèque? Tous les buts sont plus ou moins connectés à la satisfaction des besoins fondamentaux. Les résultats du bien-être sont liés à la satisfaction des besoins. Donc, en ce qui concerne les buts mixtes, c'est la satisfaction des besoins qui déterminera ou non le bien-être. Beaucoup de buts peuvent être difficiles à analyser. Par exemple, vouloir maîtriser telle compétence peut être un objectif intrinsèque, mais aussi lié à la comparaison sociale et peut se transformer en vouloir être supérieur à autrui. Les chercheurs, pour éclairer les buts extrinsèques masqués, parlent de buts liés à l'ego. Dès lors qu'un but, si intrinsèque paraît-il comme aider autrui et réalisé pour briller auprès d'autrui, il est alors extrinsèque. La culture peut aussi transformer le sens et l'orientation des buts. Accomplir son devoir, par exemple s'occuper de ses parents lorsqu'ils sont âgés, peut être perçu comme un fardeau extrinsèque dans une culture, mais dans de nombreuses autres cultures être lié à une forte satisfaction du besoin de proximité sociale. Ainsi, l'indicateur pour juger de l'intrinsèque ou de l'extrinsèque est d'abord d'observer la satisfaction des besoins. On verra en extension d'autres notions qui permettent d'affiner la compréhension des buts. Y a-t-il d'autres façons pour les personnes de s'orienter vers des buts intrinsèques? Comme vu dans le chapitre sur les besoins fondamentaux, la pleine conscience peut aussi permettre de conduire à une plus grande concentration sur ces buts intrinsèques, car elle promeut un fonctionnement plus intégré. Les éléments systémiques, vus dans le chapitre compassion, et qu'il y a aussi dans certains programmes de pleine conscience, pourraient avoir une influence positive. Expérience. Brown et Kasser, en 2005, ont étudié une population adulte. Les personnes, au plus haut en pleine conscience, avaient des buts plus intrinsèques, plus de bien-être, plus de comportements éco-responsables. Brown, Kasser, Ryan, Linley, Horst, en 2009, ont mesuré la divergence économique. C'est la différence entre ce qu'on a et ce qu'on désirerait avoir. Cette divergence économique était plus faible chez les plus pleinement conscients parmi les étudiants en clé. Ils ont également réalisé cette étude sur des méditants en pleine conscience depuis 4 semaines. Plus ils étaient expérimentés en pleine conscience et moins la divergence était forte, plus il y avait du bien-être subjectif, c'est-à-dire du bonheur hédonique. Ok. Et on arrive à une nouvelle partie. On avance bien, dis donc, mine de rien. Extension, but, être et avoir, thème de vie. Il me semble qu'on pourrait faire un rapprochement intéressant entre la dimension intrinsèque et extrinsèque et la distinction du mode être et avoir d'Eric Fromm. Selon lui, notre société de consommation capitaliste nous aurait tourné totalement dans un mode psychologique avoir constant, où tout devient objet qu'on possède et qui représente notre être. Être une personne serait réduit à avoir des choses et ne pas être tout court.
Tout devient... Ouais, attendez, j'ai du mal à lire, j'ai sauté une ligne. Hop, je suis revenu. Tout devient objet, y compris les amis, la conjointe, etc. à acquérir, à stocker, à présenter, pour montrer qu'on aurait réussi sa vie. L'autre est un concurrent sur le marché de la vie. Par exemple, l'étudiant en mode avoir cumulerait des connaissances mais sans vivre de lien avec. Il n'aurait pas vécu d'émotion à leur sujet et cela n'aurait pas suscité en lui de réflexion profonde, il ne ferait pas de lien avec d'autres informations stockées. Il n'y aurait pas de résonance, pas d'écho, pas d'aspiration nouvelle face aux nouvelles informations ou compétences acquises. Cela ne l'aurait pas changé, si ce n'est qu'il a l'acquisition d'un stock de nouvelles informations retenues par cœur pour réussir l'examen par exemple. Il ne vit pas ses connaissances, il ne les ressent pas, ne les bavarde pas. Cela ne change ni sa perception du monde, ni lui-même. Les individus de type avoir se sentent plutôt gênés par des pensées ou des idées nouvelles relatives à un thème, parce que la nouveauté remet en question la somme déterminée qu'ils ont reçue. A l'inverse, les étudiants en mode être arrivent en cours en ayant réfléchi au problème abordé. Ils s'en préoccupent, ils sont intéressés. Ils prêtent l'oreille, ils écoutent, ils reçoivent et réagissent de manière productive. Cela stimule leur propre processus de pensée, de nouvelles idées émergent, les changent, ils sont différents. C'est un dialogue constructif entre la connaissance et eux-mêmes qui mène à la créativité. Ils ne cherchent pas à avoir la connaissance, mais à la vivre, à être avec. Même dans la conversation, Fromm repère ce mode avoir. Par exemple, il imagine une conversation où un homme A a une opinion X et son interlocuteur B une opinion Y. Les deux s'identifieraient à leurs propres opinions, et le but du jeu de cette conversation en mode avoir serait de trouver les meilleurs arguments rationnels pour défendre cette opinion. Aucun des deux ne compte changer son opinion et n'espère que l'autre le fera. Ils sont tous les deux peur de changer d'idée car l'idée qu'ils défendent est considérée comme une de leurs possessions et une partie d'eux, puisque le mode avoir confond ses avoirs avec ce qu'il est. Ainsi, la perdre serait perçue comme un appauvrissement. Au final, il n'y a ni construction nouvelle, ni développement, ni discussion les faisant évoluer conjointement, aucun lien résonnant. Donc faire chier mon monde avec mes cours, c'est bien. Note. Voilà, exactement. C'est bon, tu as le droit, tu peux y aller à fond. Is ok, c'est valide. Ah, j'ai une mouche qui commence à me tourner autour. Non, hein, on va pas faire ça. Hein. A l'inverse, en mode être, l'interlocuteur n'a pas cette peur de la perte parce que son opinion n'est pas considérée comme un objet qu'il peut juste perdre ou garder. Il ne confond pas ce qu'il a avec ce qu'il est. Il sera toujours lui-même, quand bien même il n'aurait plus cette opinion, contrairement à celui en mode avoir qui craint de ne plus être lui-même s'il perd ses objets, opinions, avec lesquels il se confond. La personne en mode être va chercher à vivre la relation, à être dedans, l'expérimenter. Les personnes du mode être s'appuient sur le fait qu'ils sont vivants, et que quelque chose de nouveau naîtra s'ils ont le courage de se laisser aller. Dans le mode avoir, le ou la partenaire est considéré comme une propriété privée, l'amour étant un contrat de possession exclusive. En mode avoir, on ne vit pas avec une personne, on obtient cette personne, ce qui peut dériver en mode autoritaire, parce qu'un objet qui deviendrait autonome se libérerait d'une façon ou d'une autre de son état d'objet, serait insupportable pour l'individu en mode avoir. Quand l'amour est expérimenté selon le mode avoir, cela signifie qu'on limite, qu'on emprisonne, qu'on contrôle l'objet aimé. C'est étrangler, étouffer, asphyxier, ce n'est pas donner vie. Mais il n'existe pas de personne objet, et l'amour lui-même n'est pas un objet. Fromm explique que c'est une dynamique de croissance mutuelle. Aimer signifie donner vie, accroître l'intensité de sa propre vie. C'est un processus qui renaît et s'accroît de lui-même. Pendant la cour, aucun des deux partenaires n'est encore sûr de l'autre, mais chacun cherche à gagner l'autre. Les deux sont éveillés, séduisants, intéressants et même beaux, dans la mesure où l'éveil et la vie donnent toujours de la beauté à un visage. Aucun des deux n'a encore l'autre, de telle sorte que l'énergie de chacun le pousse à être, c'est-à-dire à donner, à stimuler l'autre. Pour lui, le mariage peut amorcer le mode avoir de l'amour, car il est, selon lui, un contrat de possession exclusive du corps de l'autre. L'amour est devenu une propriété. L'individu dans le mode avoir n'a plus besoin de gagner l'autre. Tout le monde cesse de se faire aimable afin de stimuler l'amour. Tout le monde devient ennuyeux. Maintenant, au lieu de s'aimer l'un l'autre, ils décident de posséder ensemble ce qu'ils ont. L'argent, le standing social, une maison, des enfants. Ainsi, dans certains cas, le mariage qui a été inauguré sur la base de l'amour se transforme en une copropriété amicale, une société du type commercial, où les deux égoïsmes sont mis en commun. Cette société est la famille. C'est pile le fonctionnement des masculins et de développement personnel, hein. Ouais. Ce mode avoir a des conséquences néfastes puisque si l'on est uniquement ce que l'on a, que se passe-t-il si on perd ses possessions? On peut donc devenir obsédé par les risques d'être volé, avoir davantage peur des changements économiques, estimer l'autre comme un concurrent.
Ainsi, je suis perpétuellement inquiet, malade d'une hypocondrie chronique, en ce qui concerne non seulement la perte de ma richesse, mais aussi la perte de tout ce que j'ai. Je reste sur mes gardes, je suis dur, soupçonneux, solitaire, je me laisse mener par mon besoin d'avoir plus pour être mieux protégé. Ce n'est pas sans rappeler ce que nous avons vu également dans l'extension 0 sur les autoritaires RWA et ou SDO, qu'on s'est également très accroché aux aspirations et orientations extrinsèques. L'avoir y est comme un cadre capitaliste apposé sur toutes les facettes de la vie et qui finalement soit est vécu sur le mode de la peur, soit de l'attaque préventive qui consiste à dominer, c'est-à-dire à s'accaparer le maximum de ressources et de défendre ce fief contre tout le monde. Ces conséquences sont absentes du mode être. L'angoisse et l'insécurité engendrées par le danger de perdre ce que l'on a, sont absentes dans le mode de l'être. Si je suis ce que je suis et non ce que j'ai, personne ne peut menacer ni voler ma sécurité et mon sentiment d'identité. Mon centre est en moi. Ma capacité d'être et d'exprimer mes pouvoirs essentiels fait partie de ma structure du caractère et dépend de moi. Cela est vrai pour un processus normal de vie, et non pas, bien sûr, pour des circonstances telles que la maladie handicapante, la torture ou toute autre restriction puissante venant de l'extérieur. Autrement dit, on pourrait voir dans cette description du mode être de l'autodétermination. Alors que le mode de l'avoir est fondé sur des choses qui s'amoindrissent par l'usage, le mode de l'être grandit par la pratique. Les pouvoirs de la raison, de l'amour, de la création artistique et intellectuelle, tous les pouvoirs essentiels s'accroissent grâce au processus par lequel ils s'expriment. Au début de son ouvrage, Fromm montre 3 modes différents, l'avoir mélangé à la tentative d'être et l'être, à travers une métaphore et 3 poésies qui toutes parlent de comportement d'une personne face à une fleur magnifique. Le premier est subjugué et donc prend la fleur, veut la voir pour la décortiquer, en saisir le pouvoir. Le deuxième est aussi subjugué mais détache la fleur avec ses racines, ce qui la laisse vivante, ce qui comporte une part d'avoir. Le troisième attentif et présent à la fleur, apprécie pleinement ce qu'il voit sans et ne touche pas la fleur. La relation est chargée d'attention, d'absorption, mais sans chercher à posséder. On peut échanger, vivre, évoluer, s'ouvrir plus, gagner, s'enrichir, sans prendre, arracher, exploiter, tout simplement en étant totalement présent. Et cela passe par une grande attention et ouverture d'esprit. L'aspiration intrinsèque est de même nature. Il s'agit de viser ce moment de pleine présence, où il y a résonance, connexion, écho entre soi et le monde. Il n'y a pas besoin de passer par le fait de posséder, mais de le vivre pleinement. Est-ce que cela va nous servir à étendre la SDT? On sent donc comme une similarité avec le mode avoir et les aspirations ou motivations extrinsèques, et le mode être avec les aspirations ou motivations intrinsèques. Quoique la distinction de Fromm souligne davantage cet aspect possessif et mortifère qui n'est pas forcément visible dans les aspirations extrinsèques telles que décrites par la SDT. C'est à la fois très beau et très triste, ou c'est moi. Je trouve ça un peu beau et un peu triste aussi, mais plus beau que triste. Il y a un côté très triste pour moi parce que ça fait écho à beaucoup de relations telles qu'elles sont construites dans nos sociétés et qu'on voit. Et d'un point de vue plus personnel, ça fait aussi écho avec ma relation actuelle, je pense. Dans le sens où, parfois, alors là je vais être très dans le vécu personnel, hein, j'ai un peu l'impression que typiquement la personne avec qui je partage ma vie parfois est un peu justement dans cet aspect où on est marié, donc finalement je suis un peu acquis. Et j'avoue que ça fait partie des choses qui me dérangent quelque peu dans notre relation. Et que c'est un truc qui fait jour depuis quand même quelques temps. Et c'est vrai qu'avec cet éclairage là, on va dire, ça peut faire écho. Et du coup ça a tendance à m'attrister un petit peu, mais parce que je pense que ça me touche spécifiquement et que ça me touche à un point où justement c'est un peu ce que je ressens actuellement. Donc du coup forcément ça fait un écho un peu triste, puisque dans la vie actuelle je suis parfois un peu triste à cause de ça, de fait. À côté de ça, je pense qu'il y a quand même aussi un aspect un peu triste par rapport au fait que beaucoup de relations sont construites comme ça. Je me souviens qu'avant de me marier avec Anémone, beaucoup de relations qu'on avait autour de nous, d'amis qui étaient notamment en couple, nous faisaient des retours comme quoi on avait un couple qui était particulièrement solide et qui était particulièrement impressionnant, et que beaucoup de gens nous enviaient notre couple. Parce que justement on construisait cette relation là comme ça. Avec ce côté échange constant, toujours à être là pour l'autre, etc. Enfin, à se remplir de l'autre tant que ça dure, etc. Parce que pour différentes raisons, encore une fois, ma relation avec Anémone est un peu particulière. Je suis son premier amour, elle n'a jamais eu personne avant dans sa vie, pour différentes raisons, on va dire, de contexte. Et du coup, dès le début, notre relation s'est construite sur le fait que moi j'avais énormément de sentiments pour elle,
elle était très perdue et du coup on s'est mis ensemble mais pas vraiment ensemble pendant longtemps, pendant quelques mois parce qu'elle avait peur de s'engager dans quelque chose et donc moi je lui avais dit on s'engage pas, on partage des moments ensemble, ça dure tant que ça dure et puis voilà. Et donc beaucoup de gens autour de nous disaient qu'ils trouvaient ça assez impressionnant, que c'était assez tentant pour eux de vivre ce genre de choses parce qu'ils n'avaient pas du tout ce genre de relation on va dire dans leur vie. Et c'est un constat que j'ai assez régulièrement, beaucoup de gens qui ont des relations de couple, ou plus, parce que parfois il y a aussi des relations justement polyamoureuses, sont un peu dans ce fonctionnement-là qui est un peu le côté contrat et que je trouve très triste, que je trouve assez triste. Donc effectivement il y a un côté poétique triste, à la fois très beau et à la fois très triste parce qu'on sent qu'il y a toute une beauté dans la relation telle qu'elle se construit avant et la métaphore de la fleur parle extrêmement bien, donc la beauté de la métaphore est jolie et effectivement elle est là quoi. Et en même temps il y a ce côté triste où finalement beaucoup de gens, à force d'aimer quelque chose et d'être subjugués par quelque chose, finalement vont le détruire par la simple interaction qu'ils vont avoir eux-mêmes avec, et c'est assez tristoun. C'est effectivement assez tristoun. Je sais pas si c'est le genre de choses que tu ressens aussi Lilith, mais moi en tout cas c'est un peu ça que ça me fait comme écho. Ou les autres gens dans le chat, parce que je sais pas si vous êtes encore nombreux et nombreuses, mais voilà. Après, désolé, mais ne prends pas ton cas pour une généralité, clairement pas. C'est bien pour ça que j'ai précisé que moi c'est probablement avec mon vécu, etc. Je ne prends absolument pas mon cas pour une généralité. C'est pour ça aussi que je vous pose la question de comment est-ce que vous le ressentez par rapport à cette métaphore, etc. Clairement. Après, oui, Lilith sent plutôt la même chose que moi, du coup. Mais clairement, on a plein de profils différents, et c'est ça aussi qui fait la richesse de l'humanité. Moi, je vous mettrai toujours ça en avant. L'important, c'est justement le fait qu'on est aussi pluriel. C'est le fait qu'on est aussi différent, tous autant qu'on est, et c'est ça qui en fait une beauté phénoménale. Et je présume, et encore heureux, que tout un tas de personnes ne vont pas détruire leurs fleurs simplement par l'interaction qu'ils auront avec. Encore heureux. C'est beau et c'est pas quelque chose qu'on arrive à atteindre, et du coup c'est un peu triste. Je dirais pas que c'est pas possible de l'atteindre. Je pense que c'est compliqué de l'atteindre parce qu'on a trop tendance, notamment avec les contextes qu'on a dans nos sociétés, à vouloir. Ce qui était dit d'ailleurs un peu plus tôt. On nous pousse, parce qu'on est dans une société capitaliste, à capitaliser. Et je pense que c'est extrêmement problème là-dessus, parce que justement on est dans des contextes qui sont pourris en fait. Le polyamour est très compliqué, mais beaucoup de personnes queer n'ont pas vraiment connu de vraies relations mono, donc on part pas de la même base. Effectivement, je pense que ça joue, clairement. Je pense que ça joue. Moi, je n'ai jamais été dans les relations polyamoureuses, parce que ça ne m'a jamais intéressé, parce que déjà, je n'ai de sentiments et d'attirance que globalement pour une seule personne en même temps. Ça a toujours été le cas. J'ai jamais été attiré par plusieurs personnes en même temps. Ça ne m'est pas arrivé. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver en soi, et c'est quelque chose que j'ai toujours mis en avant aussi, notamment dans ma relation avec Anémone. J'ai jamais dit que c'était marqué dans le marbre, que c'est pas parce qu'on est mariés qu'on restera ensemble toute notre vie. Et d'ailleurs aujourd'hui, si on prend le cas justement du fait qu'Anémone a des difficultés par rapport à polyamour, parce qu'elle se rend compte qu'elle est peut-être polyamoureuse et qu'elle a des envies, et que ne serait-ce que le fait qu'elle n'a jamais connu personne d'autre que moi est pour elle une source de frustration, parce qu'elle a envie de vivre et qu'elle a envie de tester des choses, et que de fait, elle peut pas trop dans une relation qui est exclusive. Moi je suis la première personne à lui dire mais on arrête là, c'est pas grave, on reste amis, on reste en bonne relation, mais on peut arrêter notre relation amoureuse ici, parce que le fait est que moi ce n'est pas quelque chose qui me convient, de fait, d'avoir des relations avec quelqu'un qui est avec plusieurs personnes, qui va tester avec plusieurs personnes, de même que ça ne m'intéresse pas d'aller avec plusieurs personnes, c'est pas quelque chose qui me correspond à moi. Par contre, je veux absolument pas qu'elle se sente enfermée, brimée, de quelque manière que ce soit, et je suis la première personne à lui dire constamment, mais vraiment, si ça va pas, on arrête là, et c'est pas grave. Ce n'est pas dramatique d'arrêter une relation, c'est pas dramatique d'arrêter un mariage ou quoi que ce soit, parce que c'est pas parce qu'on a fait un mariage qu'on est enclavé ad vitam aeternam, loin de là, très loin de là. On est des gens qui évoluent, et on évolue constamment, et notamment je mets en avant le fait que, quand elle m'a épousé en tant que moi, homme. C'est que j'essaye et qu'il y a des choses qui sont trop compliquées à vivre, notamment quand madame me trompe. Donc derrière, c'est très compliqué en fait d'accepter, de vouloir tester quand de fait on te fait des choses dans ton dos et qu'on te les amène après sur un plateau et te dire ah désolé. Donc du coup, déjà que j'ai des difficultés là-dessus, clairement, parce que la situation est pourrie, et que j'ai eu des relations précédentes où j'ai déjà été trompé et où du coup ça s'est très mal passé et que ça a été pas quelque chose que j'ai bien vécu, je suis extrêmement fragilisé sur ces questions-là. C'est déjà un fait que c'est compliqué. Et du coup, je veux bien accepter, mais la première chose que je lui ai dit, et que je lui dis encore et toujours, je veux bien rester avec toi et que tu essayes, mais ça ne garantit pas que je reste. Parce que je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. J'essaye autant que je le peux. Encore une fois, je suis la première personne à lui dire
t'en as envie, fais-le. Fais-le. Par contre, je suis aussi la première personne à lui dire, prends conscience que tu vis avec quelqu'un qui a d'autres besoins, qui a d'autres manières de vivre, et qu'en l'occurrence, peut-être que là, tu vas léser ses besoins, et que si ça arrive, la relation actuelle amoureuse qu'on a s'arrêtera là. C'est pas grave, c'est pas un problème, pour le coup, parce que, encore une fois, on change, et c'est pas une problématique, enfin, c'est une problématique, mais ce n'est pas un problème. On évolue toute notre vie. Encore une fois, quand on s'est mis ensemble, quand on s'est mariés notamment, pour elle, j'étais un homme, point. Sauf que entre temps, j'ai évolué sur un certain nombre de questions. C'était un processus qui était déjà en cours, mais qui n'avait jamais été spécialement discuté avec elle avant le mariage, et qui est arrivé après qu'on ait été mariés. Est arrivé le fait que je me suis rendu compte que, effectivement, je me mentais à moi-même depuis des années, et que je ne suis pas un homme, je suis non-binaire. Je ne me ressens pas homme, tout comme je ne me ressens pas femme. Et ça change des choses dans notre relation, forcément. Parce que elle me le dit toujours, et elle a raison, je ne suis pas la personne qu'elle a épousée. Parce que j'évolue. Tout comme elle a évolué aussi. Et c'est normal, tout le monde évolue. Et ça va de même dans d'autres types de relations, dans nos relations amicales. Les gens avec qui je suis ami ne sont pas les mêmes gens qu'ils étaient au moment où on est devenus amis, on a commencé à échanger ensemble. Parce que les gens, encore une fois, évoluent par la vie, par les expériences. Et que c'est loin d'être un problème. Je pense qu'un gros problème qu'il y a, c'est un peu ce qui est dit là, juste avant. C'est cette manière de voir comme nous sommes, en fait, ce qui nous appartient. Alors que c'est faux. Nous sommes, point. Nous évoluons, nous changeons, mais c'est pas grave. Parfois nous avons des choses, parfois on les perd, c'est pas gênant, c'est pas un problème en soi. Et c'est pas parce que notamment des relations changent de type, admettons une relation amoureuse qui du coup deviendrait une relation, on va dire, amicale, voire même éventuellement plus de relations si vraiment ça finit en explosion totale pour une raison X ou Y, parce que ça est déjà arrivé dans ma vie qu'il y ait des relations qui explosent totalement et que du coup on ne soit plus capable de rester en bonne relation entre personnes, ça arrive, c'est pas forcément un problème en fait, ce n'est pas forcément gênant, nous évoluons constamment pour plein de raisons. Il y a des gens avec qui j'ai échangé pendant très longtemps et que ça se passait très très bien, et puis un jour on s'est éloigné pour différentes raisons, parfois assez naturellement, parfois juste naturellement on n'échange plus, alors qu'il n'y a jamais eu d'explosion ni quoi que ce soit, mais on n'est plus en relation, on n'a plus de contact, on n'est plus amicaux. Bonjour Niki. Bienvenue. On est en train de parler de relations amoureuses et tout ça et tout ça. Bienvenue. J'espère que ça va. Je connais ta situation perso, mais spontanément j'aurais tendance à dire que c'est le mode mono qui est dans le avoir. Je connais pas ta situation perso, mais spontanément j'aurais tendance à dire que c'est le mode mono qui est dans le avoir. Pourquoi est-ce que ce serait avoir? Je n'estime pas qu'elle m'appartient, je n'estime pas que je vais perdre quelque chose parce que notre relation changerait. Qu'on soit d'accord. Ce n'est pas un problème. Les changements sont naturels et arriveront. Et c'est pas parce que une relation change que c'est grave. Et c'est pas parce que moi, ce qu'il me faut dans une relation amoureuse, c'est notamment une relation du coup exclusive, une relation entre deux personnes qui s'apportent, que c'est avoir. Je pense qu'on peut avoir tout un tas. On peut avoir des relations polyamoureuses et pourtant être dans un fonctionnement avoir aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, il n'y en a pas une des deux qui exclut l'autre en fait. En l'occurrence, je pense pas être spécialement dans avoir dans ma relation amoureuse. Ça m'étonnerait fortement que ce soit le cas. Parce que je l'ai jamais appréhendé comme ça en fait. Pour le coup, je ne l'ai jamais appréhendé comme ça. Nous passons un moment ensemble qui dure depuis quelques années et on a eu plein de bons moments et c'est très bien. Ça ne veut pas dire que ça doit continuer, ça ne veut pas dire que je serai une personne moindre parce que cette relation change, parce qu'on s'éloigne. Ça n'a pas d'importance. Qui je suis aujourd'hui, je le suis aussi parce que je suis passé par ces étapes de la rencontrer, d'échanger avec elle, etc. Et le avoir dans le sens inverse, c'est-à-dire... Comment ça dans le sens inverse? Je comprends pas. Je comprends pas. Du coup, comment ça va Niki? J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Aussi bien que possible en tout cas. Je rattrape un petit peu le polyamour, c'est très compliqué, mais beaucoup de personnes, ça je l'ai lu. Forcément elle a mal géré, oui, enfin on va dire ça comme ça. Je pense pas qu'il y ait une question de gérer bien ou pas bien. Bienvenue.
Niki _ vient aider la Bienvenue. forêt avec 13 spectateurs. C'était bien le vroom vroom. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous préviens quand même, nous on n'est pas du tout en train de parler de vroom vroom, on est en train de parler de relations amoureuses, de se quitter, tout ça, hein. Voilà, bienvenue, ça va être la joie et la bonne humeur, hein. C'est un truc qui m'avait fait tiquer ado quand j'ai entendu qu'une personne que je connaissais avait divorcé parce qu'elle aimait sa femme et voulait pas lui imposer sa volonté. Ça m'a vachement ouvert les yeux sur ce point de vue. En tout cas, bienvenue, merci énormément pour le raid. J'espère que ça s'est bien passé le live, aussi bien que possible. En tout cas, merci énormément pour le raid. Installez-vous, mettez-vous bien. Moi, c'est Résu. Voilà, bonjour, c'est moi. Voilà. Donc, on parle de relations amoureuses, on parle de quitter des relations amoureuses, on parle de relations exclusives, de polyamour, tout ça. Voilà, on est dans la bonne ambiance, n'est-ce pas? Moi, du coup. Ouais, tu es une fougère. Bienvenue à toi, Bélédien. Moi, du coup, à la base, je suis donc psychologue social du travail des organisations. Le jeudi, donc là, aujourd'hui, on est censé faire la lecture de vulgarisation de sciences humaines et sociales, et nous lisons donc un ouvrage qui s'appelle En toute puissance, sauf qu'on fait une petite aparté, puisque dans le livre, on est en train de parler notamment de relations amoureuses, et du coup, on parle avec le chat un petit peu sur ces thématiques-là. Sinon, le reste de la semaine, parce que je stream tous les jours de 10h à 17h, du lundi au vendredi, on fait plein de choses différentes. Le lundi, le mercredi, et le vendredi, nous faisons du jeu vidéo, généralement des jeux de gestion, stratégie, ce genre de choses, mais pas que, mais en grande majeure partie. Et le mardi, on fait du puzzle react, donc on écoute ou on regarde des documentaires en même temps qu'on fait du puzzle ensemble. Et le jeudi, donc de la lecture de sciences humaines et sociales. J'espère que vous vous sentirez bien parmi nous, aussi bien que possible. En tout cas, je rattrape un petit peu le chat, je suis désolé. Toc. Je sais que l'alerte, il faut que je la baisse, elle est vraiment trop forte, mais tout à l'heure on l'a baissée et ça n'a pas changé grand chose, il faudra que je le fasse encore en hors live. Le changement c'est naturel et à la fois c'est dur à assumer pour la plupart des gens. Pour beaucoup de personnes, c'est dur d'envisager que les choses ne sont pas immuables par sécurité. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles mon copain est pas à l'aise à l'idée d'être dans une relation pas exclusive, c'est parce que l'expérience qu'il connaît des relations libres et du polyamour, c'est d'avoir vu comment une de nos connaissances communes imposait ce type de relation à son copain qui était pas pour, et ça se passait mal sans qu'il ose en dire quoi que ce soit, et du coup pas incroyable. Et effectivement, moi c'est un peu ce genre de relation qu'il y a à l'heure actuelle en fait. Le truc c'est que je constate que Anémone est pas bien dans notre relation pour différentes questions et que c'est pas récent. Pour vous donner un peu plus de détails, en gros, il y a à peu près un peu plus d'un an, elle a repris contact avec quelqu'un avec qui elle avait failli avoir une relation il y a de ça des années, bien avant moi, et qui s'était pas faite. Et là, elle avait repris contact et il s'est passé un petit peu, on va dire, une connexion, etc., qui a beaucoup foutu du sbol. Surtout que lui est un gros con avec tous les red flags de mecs cis de l'enfer, vraiment, c'est pas bien, mais bon, bref. Le truc, c'est que comme Anémone, elle a connu que moi, c'est compliqué. Parce que, encore une fois, elle a l'impression de ne pas avoir vécu. Elle a l'impression de ne pas avoir fait de vie, de ne pas avoir eu d'expérience, etc. Surtout que moi, j'ai un petit peu beaucoup baladé. J'ai fait beaucoup de choses. Alors, j'ai eu une relation qui a duré 4 ans et demi avant Anémone, qui du coup a été assez longue. Mais j'ai fait beaucoup de trucs, j'ai testé beaucoup de choses aussi. Et c'est vrai que forcément, du coup, là-dessus, elle se sent lésée. Ce que je peux comprendre parfaitement. Le truc c'est que si ça avait été possible, je pense que elle comme moi on aurait voulu qu'elle n'ait pas eu tous les problèmes de contextes sociaux particulièrement dégueulasses dans lesquels elle a été auparavant au niveau amoureux, et qu'elle aurait eu plusieurs relations avant moi. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien parce qu'elle n'aurait pas eu cette frustration qu'elle a aujourd'hui de se dire je ne connais qu'une seule personne et que ça lui pose problème pour ça, parce que encore une fois elle se sent lésée là-dessus. Le truc c'est que derrière, à l'heure actuelle, nous sommes dans cette relation-là où moi j'ai aussi des besoins en tant que personne, et notamment besoin de me sentir en sécurité. Et je ne me sens pas en sécurité quand la personne avec qui je passe ma vie va potentiellement me tromper. Et me le dire après. Va potentiellement ne pas rentrer. Enfin voilà, il y a plein de trucs où ce n'est pas acceptable pour moi parce que j'ai aussi des besoins. Les siens se respectent amplement, pas de souci là-dessus, et je suis la première personne à lui dire je les respecte. Mais ça veut aussi peut-être dire que notre relation à l'heure actuelle ne correspond pas telle qu'elle est. Peut-être que si, admettons, on se séparait pour une raison X ou Y, qu'elle allait faire sa vie, peut-être qu'on se remettrait ensemble et d'une manière différente, peut-être polyamoureuse. Mais à l'heure actuelle, le problème c'est que je ne suis pas bien, elle n'est pas bien, et donc de fait, est-ce que c'est pertinent de garder ce genre de relation où on n'est pas bien, sans forcément qu'il y ait le moindre aspect, on va dire,
toxique ou quoi dans la relation, dans le sens où on n'essaye pas ni l'un ni l'autre de faire du mal à l'autre. Clairement, je pense pas qu'on en soit là très très loin. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de absolument éviter. Et j'espère ne pas trop mal me débrouiller, mais voilà. Je pense souvent à la température sur comment il se sent à l'aise avec ça, parce que perso, à terme, rester dans une relation exclusive, je pense que ça marchera pas et qu'à un moment on devra peut-être se séparer, alors que je l'aime mon nounours. Et oui, ça n'enlève pas les sentiments que vous avez pour l'autre. Si un jour je vois que vraiment Anémone n'en peut plus et que moi non plus, parce qu'encore une fois, tous les deux on n'est pas bien dans cette relation, bah, peut-être qu'il faudra arrêter là. Ça veut pas dire que je vais plus l'aimer. Encore une fois, ça va pas enlever mon sentiment d'amour parce qu'on ne serait plus ensemble. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Après, le polyamour, il y a une question de privilège. Jamais j'oserais être en polyamour avec un mec cis et pas la même culture dans le milieu queer LGBT. Effectivement, ça rentre aussi. Et Neurora, ouais, aussi, effectivement. Je suis pas chez moi et le bruit ambiant est infernal. Bon live, bah des bisous Nicolas, merci en tout cas d'être passé. Comment ça va du coup Niki? Parce que j'ai pas vu de réponse, j'ai juste vu un coucou. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien, aussi bien que possible. D'ailleurs, te sens pas obligé de répondre à toutes nos questions et remarques, tes limites sont valides à tout instant. Bah si je vous réponds, c'est que j'ai envie de répondre aussi. Ce qui me dérange le plus, c'est que j'ai peur de donner des informations que Anémone ne voudrait pas qu'on donne. C'est plus ça qui me dérange. Et encore plus si derrière ça pourrait faire que des gens voudraient la juger ou quoi que ce soit, parce que ce serait absolument inadéquat et inadmissible. Et si quelqu'un fait ça, sachez que je vais vous bannir de absolument tous les réseaux possibles et imaginables. Voilà, je vous préviens quand même. Aucun jugement n'est admis, vraiment. Allez vous faire mettre si vous osez juger de près ou de loin. Voilà, cordialement, avec plein d'amour. Et du coup des grosses baffes si vous faites ça. Mais après si je réponds, moi c'est que ça me dérange pas particulièrement de répondre. C'est comme pour ma santé, j'ai jamais eu trop de problèmes à vous parler de ma santé et de mes problèmes justement de maladies génétiques et les conséquences que j'ai. Parce que bah, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de qui je suis. Et quand vous êtes notamment sur ce genre de live, là actuellement, bah, vous êtes là aussi pour apprendre sur la vulgarisation, etc. Et vous donner un exemple concret, c'est bien aussi, c'est pertinent, je pense. Par contre, toi, tu peux nous juger. Alors, je peux pas forcément vous juger, mais je peux vous ban. Voilà, chacun son truc. Chacun son truc. Je pense que le poly-A, sans notion de féminisme, ça peut vite devenir bien crade. Clairement, clairement. Et encore une fois, même en dehors des milieux, on va dire, de mecs cis hétéros de l'enfer, vous avez même dans le milieu queer, malheureusement, des fonctionnements qui sont dégueulasses. On l'a déjà évoqué, mais c'est pas parce que vous êtes victime d'oppression que vous ne pouvez pas être bourreau avec des oppressions. Bien au contraire, on constate que bah, la plupart des cas, c'est des gens qui sont aussi bien bourreaux qu'ils sont victimes. Et c'est bien tout le côté pernicieux de la chose. Les milieux queer ne sont absolument pas en dehors de tous les problèmes de discrimination quelconque. On a vu dans les milieux, par exemple, gays, beaucoup de discrimination envers les personnes trans. On a vu dans les milieux gays beaucoup justement d'attaques envers les personnes non binaires, etc. Et on l'en voit partout. Je veux dire, là je cite typiquement les milieux gays, mais vous en avez dans tous les milieux LGBT. Tous les milieux LGBT peuvent très bien avoir des personnes, voire des groupes, qui vont avoir des comportements discriminants, violents envers d'autres groupes. Et envers d'autres groupes qui sont tout aussi discriminés, qui peuvent également avoir des comportements discriminants à leur tour. Personne est en dehors de toutes ces mécaniques-là. Nous sommes des êtres humains qui vivons dans une société qui est dysfonctionnelle, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais bon, bref. Juste qu'il y a des protocoles flexibles hein, qui ont fait leur preuve de comment passer de mono à poly, commencer par tromper la personne, c'est pas conseillé. Oui, bah ça je m'en doute, hein, c'est bien le problème. Surtout que comme moi j'essaye de le dire, mon problème avec ça, c'est pas le fait qu'elle ait envie d'aller voir quelqu'un et qu'elle aille voir quelqu'un. Le problème, c'est de le faire derrière mon dos. Ce qui lèse ma confiance, et ce qui lèse ma confiance notamment en moi-même et dans notre relation de couple, c'est que ça arrive, qu'on me le dise pas, qu'on me le cache et qu'on me le révèle après. Ça, c'est un problème. Le problème, il est de le faire dans mon dos. Ça ne passe pas. Parce que, encore une fois, c'est ça qui attaque la relation de confiance. Pas parce que Anémone m'appartient et que du coup, elle ne devrait pas être avec quelqu'un d'autre. Parce qu'elle lèse la relation de confiance qu'on construit. Et qui du coup est pas qu'on construit du tout. En l'occurrence. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je pense pas être dans le avoir, encore une fois. Si une relation s'arrête, c'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Ça n'enlèvera pas tout ce que vous avez vécu avant. Ça n'enlèvera pas ce que vous pouvez potentiellement vivre plus tard dans d'autres conditions. Ce n'est pas un problème.
Je rattrape un petit peu, je me permets. Vraiment une belle découverte de la chaîne, les sujets sont passionnants et j'aurais regardé depuis longtemps. Mais il est 4h du mat chez moi. Oula, oui, faut que j'aille dodo, mais clairement je repasserai. Bah, déjà, bienvenue. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Si vous devez partir vite, rapidement, mais que vous aimez bien la chaîne, n'hésitez pas, que vous avez le Discord. Vous pouvez faire point d'exclamation Discord dans le chat et vous aurez accès tout simplement au Discord de la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur tout ce qui est Twitter ou tout ce qui est Mastodonte, pareil, où je poste de temps en temps quand même des conneries, enfin à peu près tous les jours. Vous y serez fort bien reçus en toute logique. Et puis en tout cas reposez-vous bien, notamment s'il est 4h du match chez vous. Reposez-vous bien, c'est important. Mais merci d'être passé et merci pour le follow. Je continue à en parler. J'en parlais hier ou avant-hier à propos de cette connaissance gay 6 qui était riche et blanche et transphobe dans ses propos. Bah ouais, typiquement, ouais. En fait, je connais des gens qui sont passés plus ou moins par là et ils se sont séparés quelques mois pour vérifier si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Ils sont revenus ensemble, je crois polyamoureux depuis 30 ans, c'est mon tonton et ma tati. Ok. Bah, je peux comprendre que ça marche tout à fait. Moi encore, je pense que sur ma personne particulière, je suis beaucoup trop fragile sur un certain nombre de questions pour que ça marche, en tout cas a priori en l'état actuel des choses. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je pense pas pouvoir être dans ce genre de relation à terme, plus tard dans des années. Le fait est que je constate qu'à l'heure actuelle, j'ai une image de moi-même et de ma confiance en moi qui est extrêmement bancale parce que j'ai un peu enchaîné des relations nulles à chier. Voilà, on va pas se mentir, j'ai fait des relations amoureuses vraiment nulles à chier. Là, ma relation avec Anémone est une relation parmi les plus positives que j'ai eues, clairement, si ce n'est la relation la plus positive que j'ai eue. Et le problème, c'est que du coup, j'ai un passif qui fait que je suis extrêmement fragilisé et j'en ai conscience, vous voyez. Parce qu'encore une fois, c'est pour ça aussi que je suis la première personne à lui dire s'il faut partir, pars, on arrête là, c'est pas grave. Parce que, justement, je sais que je suis pas en état. Je le sais. Et que c'est pas à elle de régler mes problèmes. Ce n'est pas à elle de se sacrifier pour s'occuper de moi et de ce qui ne va pas chez moi et de ce que je n'arrive pas encore, a priori pour le moment, à gérer et à régler moi-même. C'est certainement pas à elle de s'en occuper, ce sera jamais à elle de s'en occuper. Ça serait pas possible. Parce que la seule personne qui va passer sa vie avec moi jusqu'à la fin de ma vie, c'est moi. Tout comme la seule personne qui passera sa vie avec elle jusqu'à la fin de sa vie, c'est elle. Donc de fait, à un moment donné, il faut savoir être égoïste, il faut savoir penser à sa gueule aussi. Ça veut pas dire se comporter comme le connard qui en a rien à foutre des autres, parce que ça c'est encore autre chose. Mais il faut savoir s'écouter. Et quand je m'écoute, je me rends compte que là, à l'heure actuelle, je ne me vois pas pouvoir accepter une relation comme ça. Je ne peux pas. Pourquoi tu refuses qu'elle t'aide si tu l'aimes? C'est pas que je refuse qu'elle m'aide, c'est que je dis que c'est pas sa responsabilité. C'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Et m'aider, je suis désolé, mais ce n'est pas se sacrifier pour l'autre. Ce n'est pas se détruire pour l'autre. Et là, à l'heure actuelle, j'ai peur que, notamment vu ce qu'on traverse depuis quand même à peu près un an, ça soit pas très bon, en fait. Surtout qu'elle m'aide pas particulièrement. Du coup. Donc je vois pas trop l'intérêt, en fait, là-dessus. Et justement, parce que je l'aime, je vois pas trop l'intérêt qu'elle se sacrifie, qu'elle se détruise pour rien, ou même pour m'aider. Ça n'est pas pertinent. Enfin, moi, je ne trouve pas ça pertinent. Même en étant poli, j'étais trompé parce qu'elle n'avait pas respecté le protocole qu'on avait décidé. Juste de prévenir et pas 6 mois après. Et clairement, c'est ça qui fait mal, pas l'acte en lui-même, de coucher ailleurs. Oui, en effet. En effet. Et je pense qu'encore une fois, moi si j'ai cette fragilité, c'est parce que j'ai vécu notamment une relation très longue, de 4 ans et demi, avant d'être avec Anémone. Plusieurs relations, enfin, il y avait une relation transitoire au milieu entre Anémone et cette relation qui avait duré 4 ans et demi. Et en fait, grosso merdo, j'ai appris à la fin qu'en fait, les 6 premiers mois de notre relation, cette personne était avec toujours une autre personne et qu'elle voulait pas quitter parce qu'elle savait pas miser sur le bon cheval. Littéralement, c'est ces mots, c'est je ne savais pas sur quel étalon miser. Donc en fait, je suis resté avec les deux. Bon, finalement, elle avait choisi moi. C'est sympa. Sauf que ça biaise tout le reste de la relation. Comment est-ce que tu peux te reconstruire derrière et comment tu peux te sentir safe dans ce genre de relation quand du coup tu as traversé ça en fait? Que tu te rends compte que littéralement quelqu'un est resté avec quelqu'un d'autre pendant 6 mois en même temps que toi en te le cachant parce qu'en fait elle savait pas si ça valait le coup ou pas. C'est dur en fait à vivre. Pour le coup, c'est pas agréable du tout. Et en plus de ça, il y avait d'autres comportements qui étaient totalement inadaptés. Bon, je vais vous faire un petit récap vite fait de cette relation qui a duré quand même 4 ans et demi. C'était une meuf blanche 6 en droit. Je pense que ça vous donne suffisamment d'éléments contextuels pour comprendre globalement dans quel genre de pensée politique et de comportement elle avait. Si elle te l'avait dit et que l'autre mec était au courant, tu l'aurais fait comment? Pas totalement différemment.
Si dès le début on me disait je suis déjà dans une relation et je sais pas quoi penser, je l'ai prévenu et je sais pas quoi en penser, il sait pas quoi en penser, c'est pas pareil, vous voyez. C'est absolument pas pareil. Pour le coup, il y a une différence notable, c'est comment est-ce que tu construis ta confiance. Parce que si on la juge, on est ban. Bah, je pense que c'est pas bien de juger les gens. Néanmoins, on peut avoir aussi conscience du fait que des gens qui sont voilà, de droite ont des comportements toxiques envers les autres. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure dans la journée, quand vous avez un fonctionnement de droite, malheureusement, vous êtes sur des buts qui sont extrinsèques, donc qui viennent des injonctions de la société, et du coup, de fait, vous avez des comportements qui vous rendent malheureux, et qui rendent malheureux les gens autour de vous. Voilà, c'est ça le point important en fait, pas le jugement, ça n'a pas d'importance. J'étais étudiant à Aix, on appelait ça la fac de droite, et elle était à Aix. Justement. Voilà, voilà. Bonjour, c'est moi, c'est Philippe Poutou. Bonjour Sergei. Au passage, c'est IL, pas il. Je me permets de préciser parce que du coup, c'est pas forcément évident pour les gens, mais du coup, moi je suis une personne non binaire. Donc, s'il vous plaît, évitez de dire il. Ou alors essayez de alterner vraiment entre masculin et féminin. Ce serait fort aimable. Les termes neutres sont fortement appréciés. Très de droite, hein, la fac de droit d'Aix. Hein. Oui, c'est funky. Mais c'est pour ça, pour dire qu'il y avait pas mal d'autres problèmes. Mais quand en fait vous construisez une relation normalement sur la confiance et que vous vous rendez compte qu'en fait pas du tout, la confiance n'était absolument pas là, que ce que vous y avez mis dedans n'était absolument pas ce qui était convenu, bah ça fragilise beaucoup. Et c'est ça le problème. Encore une fois, c'est ça la problématique qui fait que cette relation m'a très fortement fragilisé. Toutes les facs et écoles de droite sont pas toutes de droit sont pas de droite. Alors, si très régulièrement, mais certaines plus que d'autres. On va pas se mentir. Bref, je continue du coup à rattraper le chat que j'ai complètement dépassé. C'est difficile pour elle de sacrifier votre relation pour un choix de vie qui peut sembler égoïste. Et justement, c'est ça le problème. En fait, pour reprendre ce que dit du coup, pop, si je remonte, c'est Lilith. Parce que là, je suis remonté dans le chat. Hein, je vous lirai un peu plus tard pour ce qui est en train de se poster maintenant. À l'heure actuelle, elle ne veut pas quitter notre relation parce que elle estime avoir beaucoup investi dedans et qu'elle ne veut pas gâcher notre relation et son potentiel futur pour des besoins et des envies qui sont égoïstes. Sauf que justement, le truc que tu as envie de dire, et en tout cas moi c'est ce que je lui dis, c'est qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'absolument vouloir maintenir cette relation où on n'est pas forcément bien, ni l'un ni l'autre, pour gagner un soi-disant peut-être futur hypothétique trop bien et parce que tu as déjà investi dedans, est-ce que c'est vraiment pertinent? Sachant qu'en plus, si du coup on se quitte, admettons, on ne perd pas ce qu'on a fait. L'histoire commune qu'on a reste une histoire commune qu'on a. Elle ne disparaît pas. En fait, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Et le futur peut-être potentiel qu'on pourrait avoir, est-ce qu'il serait vraiment perdu? Bah non, pas forcément, parce que qui dit que ce futur peut-être probable que tu voudrais serait le futur qui va avoir lieu? On n'en sait rien. C'est pour ça que moi je suis vraiment quelqu'un qui, à mon avis, n'est pas du tout dans le fait d'avoir la logique de l'avoir, justement, pour reprendre un peu le texte et essayer de recentrer vers le bouquin. Je pense que c'est pas du tout le cas. Je pense que c'est vraiment pas du tout le cas. Parce que pour moi, ça n'a pas, c'est vraiment pas relié à cette idée de j'ai investi, donc je suis ce que j'ai investi ou quoi que ce soit. Ça ne disparaîtra jamais. Les interactions qu'on a eues resteront des interactions qu'on a eues et qui ont notamment constitué qui je suis et je pense qui elle est. Ça ne changera rien. Je continuerai à être la somme de toutes les interactions que j'ai eues depuis que je suis, de tous les contextes dans lesquels je suis passé et qui m'ont influencé, etc. et qui vont continuer à avoir lieu. J'aurai toujours des interactions avec des gens, j'aurai toujours des interactions avec différents contextes, etc. et qui vont continuer à me former tel que je suis et qui vont continuer à former tel que je serai plus tard, pour le coup. Et ce n'est pas un problème, ce n'est pas un manque, ce n'est pas une disparition de ce qui a déjà été fait. Ça ne peut pas. De toute façon, c'est déjà fait. Ça va pas disparaître. La seule manière de faire disparaître qui je suis par rapport à mes expériences du passé, si, admettons, j'avais des problèmes de perte de mémoire tellement phénoménal que je perdrais des pans entiers de mon existence passée. Et là, effectivement, ouais, ok, la personne que je serais du coup à ce moment-là avec toutes ces pertes de mémoire pourrait être fortement différente et le passé aurait de fait disparu parce qu'il ne serait plus dans ma tête et il ne me permettrait plus de me former tel que je suis. Mais enfin voilà, par ce cas improbable, je sais pas. La fac de droit à Paris 8, on a une belle bande de gauchos. C'est bien ça, c'est bien.
Je vais poser des bouquins dans le Discord. À plus, pas de soucis. Des bisous à toi. Merci d'avoir été là en tout cas pour la présent, jusqu'à présent. Bonne journée, désolé pour ma réaction, c'était un peu hyperdynamique de ma part vu que j'avais pas tout le contexte. C'est juste que j'ai vu la phrase, je me suis imaginé des trucs directs. On a tendance à ne pas trop aimer les gens qui ont des jugements de valeur nuls ou ce genre de choses. C'est vrai qu'on a tendance à réagir assez vite au cas où, même quand ça s'y prête pas. Et bonjour Céron, j'espère que ça va bien, que la journée s'est bien passée. Roule dans le chat, vas-y, roule dans le chat. Est-ce que je reprendrai pas un petit peu la lecture quand même? Ça pourrait être bien, hein. Ça fait une grosse aparté. On a bien décalé par rapport à ce qu'ils disaient dans le texte. Désolé YouTube, hein, parce que du coup, je vous rappelle qu'il y a des rediffusions pour YouTube. Donc YouTube va être à balle en mode what? Qu'est-ce que quoi? Mais c'est pas grave. Est-ce que cela va nous servir à étendre la SDT? On sent donc comme une similarité avec le mode avoir et les aspirations aux motivations extrinsèques, et le mode être avec les aspirations aux motivations intrinsèques. Quoique la distinction de Fromm souligne davantage cet aspect possessif et mortifère qui n'est pas forcément visible dans les aspirations extrinsèques telles que décrites par la SDT. YouTube peut passer au pire, c'est vrai. YouTube a accès à la vitesse rapide, et ça c'est beau. La SDT explique que les aspirations extrinsèques sont saisies par les individus parce que, faute d'avoir valu quoi que ce soit aux yeux de leur environnement, leurs besoins fondamentaux ont été sapés, ils cherchent de la valeur par des signes superficiels, statut, gloire, argent. La SDT est pleinement consciente que les environnements sociaux distaux, la culture, la politique ont une influence considérable sur le fait d'encourager les individus à choisir des voies extrinsèques. Mais l'analyse de l'avoir de Fromm va encore plus loin. L'individu dans l'extrinsèque se comporte comme une entreprise capitaliste qui cherche le profit, l'accumulation et le maintien de sa domination, notamment via diverses ressources accumulées, que ce soit un partenaire, des enfants, des stocks de connaissances. Au fond, il est comme privé de sa capacité de vivre. C'est aussi ce qu'on ressent lorsqu'on étudie les profils d'anticompassion et les SDO. Ils sont dans cette logique d'avoir. Les RWA le sont également, mais davantage sous un aspect peur. Pourrait-on cumuler les deux visions? Le mode être serait le mode autodéterminé. Merci énormément. Nicolas Merci beaucoup. 107978 fait pousser la forêt. Merci énormément pour le sub. Merci beaucoup. Bah bienvenue, désormais tu es une fougère level up et ça c'est beau. Voilà. Merci beaucoup. Merci énormément. Pourrait-on cumuler ces deux visions? Le mode être serait le mode autodéterminé. La personne fonctionnant pleinement, l'autotélique. Le mode avoir serait le mode extrinsèque, mais Fromm ajoute une nouvelle perception des problèmes liés aux aspirations extrinsèques, assez délicate à régler, la relation au monde. L'individu coincé dans le mode avoir a une relation possessive au monde, et ne semble pas savoir comment entrer en relation. Par exemple, cet échange qui se produit lorsque on se plonge dans un essai philosophique où l'on se représente pleinement les conceptions de l'auteur, qu'on les imagine, les éprouve, les vit en imagination, qu'on les exporte à d'autres connaissances, les mélange, qu'on s'imagine en dialogue avec le philosophe, qu'on en ressort nouveau, changé, augmenté de nouvelles possibilités de pensée. Pour l'individu en mode extrinsèque, en mode avoir, ce genre de relation ce serait impossible, parce qu'il verrait dans cette attitude une menace de destruction de son fief, une intrusion dans sa maison psychique, et s'il sent que des idées commencent à s'y modifier, il y verrait une menace de perte. Et il en va de même pour toute relation sociale. En mode être, l'un donne pleinement, l'autre reçoit pleinement. Il y a vie partagée, que ce soit via l'anecdote de l'ami qui la revit dans la discussion, ou celui qui l'écoute et qui l'imagine, vit les émotions que l'ami rapporte, et que tous les deux en ressortent changés, peut-être plus amis encore. C'est comme dans le schéma que l'on a vu dans l'extension sur les compétences socio-émotionnelles. L'empathie à l'œuvre donne une caisse de résonance à l'événement partagé, qui semble exister, vivre plus fort. Je rattrape un petit peu, c'est le mot capitaliste qui fait lâcher le sub. Peut-être. Vu la chaleur, je suis extra sec, c'est un peu triste. Désolé pour l'annonce qui est très forte. Non, il n'y a aucun problème. Hein. Au contraire, moi, encore une fois, mes seuls revenus, c'est les revenus de Twitch, de Ko-fi et de KissKissBankBank. Hein. J'ai absolument aucun autre revenu. Donc, il ne faut pas s'excuser parce que ça a pris à peu près 5 secondes sur un temps de live de 7 heures. Bien au contraire, c'est vraiment extrêmement gentil, c'est vraiment sympa. Et effectivement, les nouvelles annonces sont plus fortes que l'ancien système, oui. Pourtant, là, j'ai baissé drastiquement le putain de son des alertes. Elles sont à 10%. Ça me fait péter un câble. Ça me fait péter un câble. Vraiment. Je ne comprends pas. Donc, je vais repasser encore du temps hors live à essayer de réduire ça parce que c'est pas possible. 9% de trop. Bah, franchement, je me tâte à faire le test à 1%. Ouais. Ceci dit, j'ai réussi à baisser la synthèse vocale quand il y a un message lors du sub. C'est déjà un bon point.
Et il n'y a pas de relation de ce type dans le mode avoir, si ce n'est le stockage de connaissances, de possessions, etc. L'utilisation pour les examens, pour avoir raison dans une discussion, montrer qu'on sait ou pour briller auprès d'un public. Cela peut s'expliquer parce que l'individu en mode avoir veut valoir quelque chose auprès d'autrui prioritairement. Parce qu'il n'a pas été aimé en dehors de ce système d'avoir. Par exemple, il n'était estimé de ses parents que lorsqu'il avait une bonne note. L'amour est conditionné à la performance, donc à un avoir donné, comme on l'a vu dans le chapitre sur les relations sociales. Mais le mystère reste entier sur le fait de passer du mode avoir au mode être. Comment remettre en relation avec le monde l'individu qui est en avoir? Comment le faire renoncer à stocker, à posséder autrui ou voir ses connaissances comme uniquement des munitions? Comment le faire vivre? Certes, le développement des compétences socio-émotionnelles, de l'extensivité, de la compassion peuvent peut-être aider pour des relations sociales, mais est-ce suffisant? A noter que ce problème de l'avoir, tout comme celui des aspirations extrinsèques, n'est pas un problème personnel des individus, mais une conséquence culturelle. Tous nos environnements sociaux, ou presque, sont structurés selon le mode avoir. C'est la façon majoritaire de fonctionner, celle qui est suscitée, encouragée, orientée contre les modes intrinsèques. L'école, par exemple, est fondée sur le mode avoir, comme extrinsèque. On y délivre des produits, des connaissances, des compétences qu'on estime que l'individu doit avoir. Et on vérifie que ces produits ont été bien stockés tels quels, dans sa tête, par les évaluations, par les examens. Puis on lui délivre l'avoir final, le diplôme, qui prouvera à son futur employeur qu'il possède bien ce stock de produits nécessaires au métier. Selon Fromm, la seule façon de se rapprocher d'un mode d'être est de se débarrasser du mode avoir. Le mode être ne peut apparaître que dans la mesure où nous faisons décroître le mode avoir, qui est le non-être. C'est-à-dire dans la mesure où nous cessons de trouver notre sécurité, notre identité, en nous accrochant à ce que nous avons, en nous asseyant dessus, en nous comprenant à notre moi et à nos possessions. Plutôt qu'étendre la notion d'aspiration intrinsèque ou extrinsèque, je dirais que cela nous ouvre à d'autres pistes de réflexion, de nouveaux indicateurs. On pense que celui qui a est également. Par exemple, je me rappelle avoir exploré un blog où l'auteur racontait son aventure Montessori à la maison. L'individu montrait comment il avait fabriqué tout le matériel lui-même, comment il était organisé. C'était franchement magnifique et je me disais que les enfants devaient vivre de sacrés bons moments d'apprentissage. Mais dans un autre article, l'individu avouait qu'il était très rare que les enfants aient accès à l'endroit où tout ceci avait été installé, parce que ça prenait beaucoup de temps de tout ranger ensuite, que c'était contraignant. Au final, on découvrait que c'était une sorte de musée qui n'avait pas vécu, et que finalement le matériel pédagogique était sous contrôle, à l'inverse de la liberté de l'exploration du matériel prôné par Montessori. Ça c'est comique. Ça c'est quand même comique, hein. Ça m'a fait penser à une notion capitaliste des rapports sociaux, c'est chaud. Bah c'est le principe, hein, de ce qu'on dit. Je suis sur mon téléphone, volume à fond car en dehors de chez moi, et j'ai l'impression que au plus j'augmente, au plus leur musique va fort. Mais c'est une blague. Bah, va éteindre les baffles des gens, hein, des os. Hein. Je sais pas où t'es du coup Nicolas, mais c'est what the fuck. Je sais pas comment ça se fait que t'as de la musique comme ça autour de toi. C'est pas la musique du live, hein, on est d'accord. Parce qu'il y a personne qui m'a dit que la musique du live était trop forte. Donc j'ai pas touché la musique. Normalement la musique du live elle est censée être ok. Moi je trouve ça très drôle ce qui est dit sur Montessori parce que justement comme le dit du coup V6, parce que c'est V6 qui là nous parle, puisqu'elle écrit en disant je vois etc. Montessori disait justement il faut laisser le matériel être usagé, être utilisé etc. par les enfants etc. parce que c'est comme ça qu'ils apprennent en fait, c'est comme ça qu'ils vont se réaliser. Et du coup c'est assez comique de voir quelqu'un qui dit allez vas-y chaud patate, je vais mettre en place un atelier Montessori, je vais mettre en place ce qu'il faut à la maison pour, sauf qu'en fait il leur donne pas accès. Parce qu'il a la flemme de ranger, etc. Et que pour lui, il faut forcément ranger les choses et tout. Et donc c'est là où on voit que justement, en fait, déjà on passe à côté du message prôné par Montessori, c'est dommage. Mais surtout qu'on est dans une idée de possession. On possède, donc il faut pas casser, il faut pas déranger le matériel. Parce que si vous le faites, vous perdez cette ressource-là. Alors que ça n'a pas de sens. Ce qui a été produit avec le matériel est produit, c'est fait, point. Le matériel a été utilisé, ce qui est construit l'a été. Et c'est là où on voit vraiment que c'est dommage de passer aussi à côté. Vraiment, c'est triste. Et voilà une sorte d'ambiguïté concurrentielle entre aspiration intrinsèque et extrinsèque. Il y a une volonté de faire apprendre différemment aux enfants, de vivre différemment. Il y a de l'engagement à créer cet environnement libre. Mais cet environnement est finalement resté cloisonné en mode avoir, pour des raisons de sauvegarde et de maintien des objets, des avoirs tels qu'ils doivent rester. C'est comme ces gens qui ont des livres et qui ne les lisent pas. Moi c'est aussi pour ça que je prête beaucoup de bouquins. J'ai beaucoup de bouquins et je peux pas évidemment tous les lire tout le temps. J'hésite pas à les prêter à des amis. Il y a des livres qui reviennent jamais, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave.
À part 2-3 bouquins que je relis de temps en temps, parce que je les aime vraiment particulièrement et que du coup je sais que je vais me remettre dans des cycles. Et encore même là, ça m'est arrivé de me débarrasser des livres et de les récupérer en e-book. Parce que du coup je peux les lire quand je veux, comme ça, sans me prendre la tête, je sais qu'ils sont disponibles, et que je peux les récupérer sur internet sans trop de soucis. Alors que pourtant j'adore les possessions physiques des livres, j'adore les livres, j'ai très peu de choses matérielles, je suis pas du tout une personne qui est matérielle, j'ai vraiment très peu de possessions, mais les possessions que j'ai, comme les livres, sont des choses que j'apprécie beaucoup parce que pour moi, vraiment, c'est des choses qui ont du vécu, que j'ai lu, que je me souviens avoir vécu, lu notamment dans mon lit à l'époque, etc., plus jeune. Enfin, il y a tout un bagage qui va avec. Pour autant, même si j'adore ces objets, même si je les apprécie drastiquement, rien ne m'empêche de les perdre, je le prendrai pas si mal que ça, sauf 1 ou 2 bouquins qui sont très importants pour des raisons très spécifiques. Je suis dans une taverne, une petite restauration bio et vegan où tu peux aller sur ton ordinateur téléphone en sirotant ton latte macchiato au lait d'amande. C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal, ça donne envie. Bon, du coup ils font trop de bruit mais c'est pas mal. Je continue un petit peu. La tendance à l'avoir est donc peut-être une piste supplémentaire de réflexion pour comprendre les motifs extrinsèques, voire pour en résoudre les contradictions. Cela pourrait presque être un synonyme des buts extrinsèques, mais cela nous apporte néanmoins des solutions et perspectives nouvelles pour régler ces problèmes. Et on arrive dans extension les thèmes de vie, sauf que je viens de voir que nous avons le marqueur de fin de VOD. On a beaucoup papoté sur cette VOD là, donc petite fougère de YouTube, on a beaucoup digressé, bien sûr. Mais on va quand même s'arrêter là-dessus, sachant qu'il est déjà 16h30, donc je vais vous envoyer en raid, je pense que je vais m'arrêter là et je vais vous balancer chez quelqu'un d'autre, voilà, je suis ainsi. Donc petite fougère de YouTube, des bisous, à très bientôt pour la suite, et peut-être un peu plus de focus sur le bouquin et un peu moins de blabla divers et variés sur ma vie. Ciao ciao ciao.